Salut et bienvenue sur Anacaland pour la review analyse de l'avant-dernier épisode de la saison 2 de House of the Dragon. Un 7ème épisode vraiment génial, ou en tout cas que j'ai adoré. Un vrai régal, on a enfin pu voir plusieurs choses que j'attendais avec impatience, et d'autres que je ne pensais pas voir arriver si vite. Cet épisode, dont je n'arrive décidément pas à trouver le titre, mais qui pourrait s'appeler Le sang de Valyria, ou encore À chaque dragon, sa philosophie, un épisode qui a envoyé du pâté, surtout pour ce qui est de son final. Et ce, en grande partie grâce au talent de ses acteurs. Emma Darcy, évidemment, mais aussi Devon Mitchell l'interprète Daemon, que l'on voit pourtant très peu, ou même Matt Smith que je trouvais un peu trop en retrait dans cette saison 2, ainsi que tous les autres. Les effets spéciaux sont enfin presque parfaits, ou en tout cas vraiment au niveau de ce à quoi la série nous avait habitués auparavant. Les nombreux dragons sont évidemment magnifiques, et pas que. Ici, on a un niveau très homogène tant des VFX que des made painting et autres, avec toujours des décors naturels qui sont superbes. Donc sans perdre de temps, c'est parti pour l'analyse presque hebdomadaire de la meilleure série de l'année. Et ce, sans conteste. Et comme toujours, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Et merci d'avance pour vos likes et commentaires avec votre avis sur cet épisode. Pour commencer, dans cet épisode, Daemon doit enfin se confronter aux conséquences de ses actes, et de son ambition. Le jeune lord, Oscar Tully, est de retour à Harrenhal avec ses bannerets. Mais avant de prêter serment à Daemon, Oscar doit mériter leur allégeance puis les convaincre d'assumer leur serment à la famille royale. La branche qui est légitime, celle qui avait été désignée par Viserys. Et le coup de maître du jeune seigneur, qui s'était pourtant présenté comme inexpérimenté en politique, c'est qu'il va rediriger sa loyauté et celle de ses seigneurs envers Rhaenyra et non plus Daemon. Ainsi, le prince, ou plutôt roi consort, doit accepter de n'être lui aussi qu'un vassal de sa femme, sinon il n'aura pas son armée. Les seigneurs du Conflent, de par leur honneur inébranlable, réussissent même à forcer Daemon à assumer ses actes en punissant le seigneur Nerbosc, qui a commis des actes impardonnables. Et certes, Nerbosc a commis ses actes innommables en brandissant la bannière de la reine, ce que Daemon lui avait formellement interdit, mais c'était bien lui qui avait demandé à ce qu'il change de méthode face aux Bracken. Donc, c'est entièrement sa faute. Et quand Daemon est forcé de décapiter le premier riverain à lui avoir juré fidélité, on voit bien le conflit intérieur qui le ronge. Car ce faisant, il doit abandonner ses ambitions personnelles et surtout son orgueil afin de s'assurer l'armée qu'il désire si ardemment. Et un conflit intérieur qui prend vie dans une ultime vision pour Daemon, dans laquelle il reçoit à nouveau la visite de son frère, le roi Viserys, mais non pas le roi noble et fier qu'il enviait, qu'il détestait et jalousait, mais celui qui a succombé au poids du pouvoir, celui qui était rongé par la maladie. Comme il le dit, la couronne pèse très lourd sur celui qui la porte, surtout que lui ne la désirait pas. Alors que Daemon, lui, ne pense qu'à ça depuis toujours, elle l'obsède cette couronne. Et tout comme le trône aura consumé Viserys au point d'en faire un véritable zombie, un cadavre vivant, c'est la convoitise de Daemon qui l'a transformé en véritable monstre. Et ce, même aux yeux de ceux qui sont censés l'aimer. Et alors que le roi demande simplement à son petit frère s'il désire toujours cette couronne, Daemon ne va bien sûr pas répondre à cette question. Mais quelle que soit cette réponse, dans tous les cas, Daemon et surtout son dragon Caraxès vont enfin devoir entrer dans la danse à leur tour. Et il serait temps que ce dragon qui pue le charisme, à défaut d'être vraiment beau, nous remontre ce dont il est capable. Car il n'aura pas vraiment brillé dans cette saison, à part avec des CGI pas terribles. Alors que la saison 1 nous l'avait montré comme tout puissant. Puis, de retour à Port-Réal, on retrouve d'abord rapidement Aegon, l'estropié, en train de tenter de reprendre un peu de poil de la bête avec l'aide du grand maître. Mais la douleur est une chose horrible, peut-être ce qu'il y a de pire. Pire que le handicap, pire que la honte, pire que tout. Et pour le coup, le roi souffre vraiment beaucoup. Et coup de grâce sur son moral, Larys débarque pour conforter son emprise sur le roi. Entre boiteux, ils devront faire équipe maintenant, ils vont même pouvoir former un club. De plus, à un moment, alors qu'Aemon bannit au mur les deux gardes royaux qui n'ont pas su protéger sa mère et sa sœur dans l'épisode précédent, au-dessus de cette scène, on voit Larys toujours en train de comploter, qui commet surtout une grave erreur en dissuadant le seigneur Jasper de ne pas transmettre la rumeur sur Fumée des Mers. Larys, expert en chuchotement, ne fait pas confiance à cette rumeur et refuse donc de lui donner du corps. Surtout car quand on est une saloperie manipulatrice, la confiance n'est jamais le premier réflexe. Et c'est là qu'on voit donc les limites de son pouvoir et de son ambition. Tout simplement car il ne peut faire confiance à personne. Et toujours chez les Verts, Alicent commence l'épisode par soigner une petite blessure qu'elle a subie lors de l'émeute de l'épisode précédent. Et une blessure qui, bien que très légère, est surtout un reflet de ce qu'elle avait infligé à son ancienne amie, la princesse Rhaenyra, lors de l'incident de Lamarck après les funérailles de Laena.
Et comme si ce petit bobo résumait tous les mauvais coups qu'elle a reçus depuis le début de cette guerre, elle décide de faire une véritable introspection. Probablement de chercher des réponses dans sa foi, mais plutôt que d'aller encore et encore prier les Seth, elle se rend au bois du roi, lieu sacré s'il en est là aussi. Mais pas pour les mêmes dieux. Et c'est dans cette solitude et la simplicité qu'elle va faire le point sur ses actes, ses choix et sa vie en général. On a ici droit surtout à des séquences très contemplatives, sans réel dialogue ou explication, et c'est pour le mieux, car assurément la reine aura tiré des leçons de sa baignade. Leçons dont nous verrons les enseignements déjà dans le prochain épisode, quand elle devra à nouveau se confronter à la sauvagerie et l'ambition de son fils Aemond. Ensuite, à nouveau très rapidement, on revoit Rhaena et les trois petits princes, qui se font mettre à la porte des Airiers par la Dame du Val. Trop vexée qu'elle est de ne pas avoir eu ce qu'elle voulait, la protection d'un grand dragon. Et c'est alors que la jeune Rhaena, n'ayant plus rien à perdre, se sépare de la caravane pour aller chercher le dragon sauvage dont on a entendu parler plus tôt. Vraiment hâte, là aussi, de voir ce que ça va donner, et surtout de voir la tête de ce nouveau dragon. Et en parlant de dragon, passons maintenant, enfin, à notre reine bien-aimée. Rhaenyra que l'on retrouvait d'abord face à Adam et Fumée des Mers sur une plage, se faisant face tels deux guerriers avant un duel de regard presque digne d'un vieux western. J'avais presque la musique d'Ennio Morricone en tête. Mais alors que Rhaenyra est prête à lâcher Syrax sur Adam, tout de même protégé par son nouveau dragon lui aussi prêt à en découdre, le jeune bâtard Velaryon poile le genou très rapidement, au point presque de choquer la reine. Serait-ce trop facile ? Non, car Adam n'a jamais rêvé de titre ou de noblesse, la preuve il ne révèle même pas qu'il est le fils de Corlys, donc de sang noble, mais il rêve simplement de dragon et d'aventure. Et Fumée des Mers rêvait seulement d'un nouveau dragonnier, et tant qu'à faire, autant prendre le petit frère de son précédent, Lénore. Et ce que vient d'accomplir Adam, en plus du fait d'avoir officiellement rejoint le camp des Noirs, confirme ce que pensait Rhaenyra. Il est possible de trouver de nouveaux dragonniers chez les héritiers du sang targaryen. Mais là où elle faisait erreur, c'est que ce n'est pas dans la noblesse que ce sang est le plus dense, mais bien chez le petit peuple, les enfants bâtards de cette famille. Toutefois, on remarquera que avant même le retour de la reine dans son château, ces seigneurs sont déjà en train de discuter et de vouloir prendre des décisions sans sa présence. Avec notamment le vieux aigri un peu trop attaché au passé qui refuse de faire confiance au plan de la reine. Mais heureusement, le seigneur Main, Corlys, leur fait bien comprendre que c'est à elle de prendre les décisions, et pas à eux. Et coup de grâce, la reine refuse même de les rejoindre pour encore perdre du temps en palabres. De plus, avant de retrouver notre reine, on voit Corlys qui va féliciter son fils Adam. Des félicitations qui signifient tellement plus, surtout pour le fils bâtard qui se sent enfin reconnu, ou du moins remarqué par son noble géniteur. De même que plus tard pour Alyne à qui il va transmettre la nouvelle, ainsi qu'une nouvelle mission. Donc Corlys se rapproche de plus en plus de ses fils, dernier héritier mâle de son sang. Alyne, lui, devra donc recruter des pêcheurs pour transmettre le message de la reine, ainsi que ramener les graines de dragon sur leur île. Prouvant donc que Rhaenyra n'a finalement besoin que de sa main et de sa maîtresse des chuchoteurs pour faire avancer les choses, les autres conseillers étant plus des casseurs d'ambiance que de véritables atouts. De plus, les auteurs de la série auront aussi choisi de faire le choix de conserver le mystère sur l'origine de leur sang targaryen, plutôt que de faire subitement de Corlys un descendant de la famille royale, ce qui est une bonne idée, d'éviter de trop réécrire le récit des livres. Et donc, plutôt que de perdre du temps avec son conseil, la reine y préfère une conversation avec la seule de sa cour à avoir montré de l'utilité, Mysaria, qui utilise d'ailleurs une très jolie image, regardée sous les draps plutôt que dans les registres pour trouver ses futurs dragonniers, ce qui est à la fois drôle et poétique, et aussi très vrai. Elle va également répondre aux inquiétudes de Rhaenyra sur leur manque possible d'honneur en tant que roturier, en lui disant simplement la vérité. Ses frères, soi-disant nobles et honorables, l'ont trahi. Donc pourquoi ne pas laisser une chance aux petites gens qui eux l'aiment et la respectent vraiment? Pas comme ces nobles seigneurs qui ont passé leur temps à la contredire et se moquer du lignage de ses enfants. Et en parlant de ses enfants, Jace va se rebiffer alors que pourtant c'était son idée, ce qui est toutefois plus ou moins compréhensible. La maîtrise d'un dragon légitimerait les bâtards targaryens autant que lui, qui en est également un. Même s'il a été reconnu comme héritier, son dragon était sa seule preuve de royauté. Surtout qu'en plus, lui n'a pas les cheveux argentés, là où les graines de dragon, tous ces bâtards, eux ont des cheveux targaryens. Donc un petit caprice, mais légitime de la part du jeune prince. Tout ce qui faisait sa légitimité est en train d'être remis en question. Ensuite, le ver blanc va donc recontacter la servante écarlate, toujours à Port-Réal, afin qu'elle fasse circuler la rumeur et contacte les bâtards dont Mysaria connaît déjà l'existence, qui sont quasiment tous issus des meilleurs bordels de la ville. Avec notamment Hugh, qui nous explique qu'il n'est pas le fils d'un prince ou d'un roi targaryen, mais que c'était sa mère qui était la sœur bâtarde de Viserys et d'Aemon, et qu'elle était une catin à succès de par ses cheveux argentés. Ce qui n'est pas sans rappeler une certaine séquence de Game of Thrones durant le périple de Tyrion vers Meereen.
Et donc, Yu, qui est prêt à le faire autant pour lui que pour sa famille, qu'il veut sortir de la misère, et ainsi prendre sa revanche sur le destin funeste qu'a connu sa fille. Il se sentait impuissant et devait faire quelque chose, quel que soit ce quelque chose, pour donner du sens à sa vie. Et ensuite, Ulf le vantard, qui lui se retrouve en proie au doute maintenant que son heure est arrivée. On le croirait presque hypocrite, mais la peur a sûrement à voir avec tout ça. Et c'est finalement ses copains de beuverie et la menace de la honte qui le poussent, lui, à rejoindre Père Dragon. Et donc, avec ces deux personnages, et même les fils Velaryon, on en revient à ce que j'avais évoqué plus tôt dans la saison. La série a vraiment pris un grand soin à nous présenter les prochains dragonniers, afin qu'ils fassent vraiment déjà partie du récit pour nous et qu'on puisse comprendre autant leur motivation que leur destin. Ainsi, tous ces demi-Targaryens, ces enfants illégitimes de la lignée royale, sont emmenés sur l'île de leurs ancêtres pour être présentés à la reine, puis au dragon. Et alors que ses serviteurs, les écuyers dragons, vont refuser de participer à cette supercherie, Rhaenyra va, grâce à un très beau discours, tous les convaincre de tenter leur chance. Et plutôt que de tenter leur chance l'un après l'autre, elle va tous les balancer en pâture. Car une fois dans les cavernes, après avoir fait venir Vermithor, déjà la reine pète la classe, vraiment badass, mais surtout j'ai eu un doute sur ce regard qu'elle va lancer au premier volontaire courageux. Celui-ci a la gueule en vrac, Bichette, il y peut rien, mais au vu de la tête que fait la reine, c'est à se demander si elle ne se doutait pas que lui, en particulier, n'était pas digne. Faut pas déconner non plus. Bref, et c'est surtout en allant se placer sur le balcon, et non pas juste au fond de la salle comme avant avec Sir Stephen, qu'on comprend que la reine se doutait que ceci allait tourner au massacre, et que ça aurait plus l'air d'un sacrifice rituel de son sang au dragon, presque une épuration de son lignage, que d'une véritable sélection de dragonniers. Mais malgré le fait de s'en douter, on remarque tout de même sa grande déception, presque son désespoir devant le carnage. Vermithor a fait le ménage dans la famille Targaryen, et donc, finalement, aucun ne serait digne de devenir dragonnier. C'est dommage. Sauf bien sûr que c'était sans compter sur Yu qui finit par faire face à Vermithor, la furie de bronze, à qui il va confronter sa propre colère, résultant de son impuissance à protéger sa famille. Et alors qu'il lui parle pourtant en langue commune, le grand dragon semble comprendre le défi, tendant à prouver que la communication avec les dragons ne tient pas forcément à l'usage du haut valyrien, mais bien à la ferveur que l'on met dans ses paroles. Et donc, reconnaissant en cet homme courageux et furieux une sorte de reflet, Vermithor va accepter de répondre à sa bravoure en se soumettant à lui. Ainsi, Vermithor, le plus gros dragon des Noirs, trouve un nouveau dragonnier. Et alors qu'auparavant Rhaenyra avait presque succombé au désespoir en voyant le carnage, elle a, là encore, une preuve qu'elle a eu raison. Son armée de dragonniers continue de grandir. Et à nouveau, ou plutôt comme toujours, elle nous offre un regard grandiose de victoire. Et en plus, ce n'est pas le seul dans cet épisode. Décidément, Emma Darcy est vraiment une actrice d'un level hallucinant. À chaque fois, rien qu'avec sa tête, sans rien dire, elle pète la classe et on comprend tellement ce qui se passe dans sa tête. Bref, une très grande actrice. Et donc, une victoire pour le pari de la reine. Surtout qu'au même moment, dans l'ombre et dans les profondeurs de Père Dragon, un autre bâtard va lui aussi rencontrer son destin. Ulf, celui qui se vantait depuis le début de son lien avec la famille royale, fuit Vermithor pour finalement atterrir dans le nid de la dragonne, Aile d'Argent. Après avoir piétiné ses œufs, ce qui est clairement un mauvais départ, il se retrouve face à cette dragonne. Et à l'inverse de Yu, qui avait montré son courage et sa rage, Ulf, lui, montre sa crainte, sa déférence et son respect à la créature. Il reste à terre et ferme les yeux, attendant une mort rapide et sans douleur. Mais la femelle dragon, cherchant sûrement plus le respect que d'être dominée, va accepter ce nouveau dragonnier. Finalement, cet homme qui passait son temps à se vanter et qui était prêt à ravaler sa fierté quand le moment de briller était venu, aura accompli son destin en se montrant enfin modeste. Une belle leçon de vie et même presque de féminisme. Car là où Vermithor avait besoin d'un homme fort, presque son égal dans le caractère, ou même Fumée des Mers qui recherchait un remplaçant à Lénore, Aile d'Argent, elle, avait plutôt besoin de respect et de douceur. Et c'est donc elle qui domine dans leur relation. Puis, enfin, dans une ultime séquence de très grande qualité, tant visuelle que narrative, on a d'abord Aemond en plein conseil restreint qui est interrompu par les cris du peuple qui annoncent un dragon en approche de Port-Réal. C'est notamment très sympa de voir Larys et le seigneur Jasper échanger un regard, en réponse à leur précédente conversation. Finalement, la rumeur serait donc vraie. Fumée des Mers a bien un nouveau dragonnier. Et du coup, peut-être qu'on aurait dû en parler au prince régent. Sauf que pire que ça, ce n'est pas Fumée des Mers, c'est Aile d'Argent avec Ulf sur son dos qui fait un baroud d'honneur et se présente au peuple de la capitale. Son premier vol, censé être très important pour confirmer le lien entre un dragon et son dragonnier, l'aura mené au-dessus de la Nera jusqu'à la capitale. Donc, effectivement, si Larys n'avait pas déconseillé à Jasper de parler de la rumeur, peut-être que ceci aurait pu être évité. Peut-être que la fuite de tous les bâtards Targaryens n'aurait pas été si simple si Aemond s'en était mêlé. Mais ignorant tout ceci, Aemond se lance sans hésitation à la poursuite de la magnifique dragonne d'argent. Il est déterminé à lui faire la peau avec sa gigantesque Vhagar.
Et là, alors qu'il s'approche de Père Dragon, c'est génial de voir enfin de la peur dans les yeux du prince. Face à lui se tient sa grande sœur, la reine légitime, entourée de 3 dragons, Syrax, la sienne évidemment, avec sa couleur dorée, mais aussi Elle d'Argent qui vient de les rejoindre, et surtout le grand et féroce Vermithor à la peau de bronze, poussant le prince à ravaler sa fierté et sa témérité, et à faire demi-tour la queue entre les jambes. Et puis, ce plan final, toujours avec Rhaenyra et son regard qui transperce tout. Et les 3 magnifiques bêtes derrière elle, d'or, d'argent et de bronze, disant presque « Vas-y, viens, on t'attend ». Ça, pour le coup, c'est de la Reine des Dragons. En conclusion, un épisode que j'ai trouvé grandiose, tant dans sa réalisation que sa narration. De nombreux passages se passent de longs dialogues ou même d'explications, pour simplement nous laisser, spectateurs, interpréter ce que l'on voit. Et puis surtout, qui fait un bon coup. Un avant-dernier épisode qui annonce évidemment du très bon. Encore et toujours, vraiment hâte. Entre les nouveaux dragons qui rejoignent le camp des Noirs, espérons sans trahison à venir, ou même le teasing de la bataille avec Daemon et Caraxès. Ou encore l'arrivée des 2 derniers, le sauvage qui va croiser la route de Rhaena, et surtout le petit dragon de Daeron, le dernier fils d'Alicent. Le verra-t-on enfin dans cette saison, ou est-ce encore un secret pour la saison 3 ? Dans l'épisode précédent, Alicent en parlait avec son frère, disant que c'était un jeune homme de 16 ans, beau et brave, et surtout plein de la compassion qui faisait défaut à ses frères, donc un personnage qui pourrait chambouler le conflit, et qui pourrait donc faire son entrée, vu qu'ici on en apprend encore un peu plus sur lui. Son dragon peut enfin voler, ou plutôt voler, tout en supportant le poids de son dragonnier. Donc va-t-il bientôt se joindre à eux et entrer dans la danse lui aussi? Même si je miserais plutôt pour une arrivée en début de saison 3. Bref, la danse des dragons est vraiment sur les rails. Les 2 camps ont regroupé leurs diverses forces et le final va envoyer du lourd. Donc à la semaine prochaine pour le grand final sur Anakaland. Bye!